Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Nous recevons ce soir le professeur Jean-Michel Mabeko Tali, professeur titulaire à l'Université Howard. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous avez été décoré le 19 juillet dernier par le président angolais en tant que chevalier de la Légion d'honneur pour votre contribution au système éducatif. Comment avez-vous vécu ce moment? Une petite correction, ce n'est pas sous cette dénomination que la médaille m'a été attribuée. C'est en fait c'est la médaille pour la paix et le développement, autrement dit, pour remercier ma contribution au développement du système éducatif angolais, mon rôle en tant qu'enseignant, les années que j'ai passées en Angola en tant qu'enseignant en période de guerre. Donc c'est un peu pour voilà, cette raison qu'on m'a attribué cette médaille et qui m'a été attribuée par le chef de l'État lui-même. Très bien. L'Angola célèbre cette année son jubilé d'or de son indépendance. 50 ans plus tard, quel bilan tirez-vous de ce pays en matière de développement surtout? Je crois qu'il faut tenir compte du fait d'abord que cette indépendance a été obtenue dans des conditions plutôt calamiteuses, comparé à ce qui s'était passé au Mozambique et en Guinée-Bissau, où il y avait un front uni contre le colonialisme portugais. En Angola, c'est 3 mouvements de libération qui n'ont jamais réussi à s'entendre pour former un front. Et donc, en même temps qu'ils luttaient contre les Portugais, ils luttaient entre eux-mêmes. Ce qui fait que l'indépendance a été obtenue dans des conditions vraiment difficiles, où la lutte pour le pouvoir a mené l'un d'eux, le Moïlo de Sekalo Mpela, à prendre et à proclamer unilatéralement l'indépendance de l'Angola. Et donc, c'est dans ces conditions-là. Le résultat, c'est qu'il y a une longue guerre civile post-indépendance qui finira par conditionner le développement du pays lui-même, dans la mesure où beaucoup de régions vont échapper au pouvoir central, et rendant difficile tout projet de développement. Bon, la guerre a duré 27 ans, enfin la guerre post-indépendance, puisque si on ajoute les 13 ans de lutte anticoloniale, c'est 40 ans de guerre civile au fond, et que tout cela a conditionné le développement du pays. Bon, donc 50 ans, la guerre civile s'est terminée en 2002, mais grosso modo, le bilan, c'est un bilan d'abord, c'est mitigé bien entendu. Il y a d'abord le fait que l'unité du pays a été maintenue. Bon, on ne peut pas développer ça ici, là, mais ce n'est pas rien parce que il y a des luttes, disons, des menaces de sécession dans certaines régions du pays. Il y a le cas de Cabinda, dans le nord de l'Angola, où il y a jusqu'à maintenant une guerre de basse intensité, mais elle existe. Et il y a eu dans le sud des tentatives de sécession des provinces sud, sous incitation de l'armée sud-africaine, à l'époque, nous sommes en 1975. Et puis dans le nord-est, dans les Lunda, il y a un mouvement identitaire qui revendique les Lunda comme un projet à part. Donc, mais malgré cela, on peut dire que 50 ans après 50 ans, l'unité du pays a été maintenue. Donc ça, c'est le premier bilan. Sur le plan économique, comme je l'ai dit au départ, la guerre civile a beaucoup conditionné tout projet de développement, dans la mesure où beaucoup de régions échappaient au gouvernement central. Mais le pays s'est quand même reconstruit. Du point de vue des infrastructures, on peut dire que ça n'est pas mal, comparé à beaucoup d'autres pays africains qui ne sont jamais passés par des moments aussi difficiles. Aujourd'hui, Luanda, c'est une ville hyper moderne quand on y va. On voit très bien qu'il y a effectivement un grand effort de développement, d'urbanisation organisée du pays. Et l'accès à l'intérieur est devenu beaucoup plus facile qu'à l'époque de la guerre, puisqu'il y a de nouvelles routes, enfin, il y a de nouvelles infrastructures. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le bilan n'est pas mauvais. Et sur le plan social, bien entendu, le poids de la guerre, il est encore là, dans la mesure où il faut donner du travail aux jeunes. Et comme dans tout pays africain, ce travail, ça signifie qu'il faut des usines, il faut des fabriques pour pouvoir donner aux jeunes la possibilité d'avoir un emploi. Donc, de ce point de vue-là, c'est encore assez lourd comme... Ce sont les défis à venir pour les années à venir, justement. Ouais. On va parler maintenant de l'UNESCO. On a appris récemment que le département d'État américain, dans un communiqué publié le mardi 22 juillet, a annoncé que les États-Unis quitteront en décembre 2026 l'UNESCO. Quel regard portez-vous sur cette décision? Ça n'est pas nouveau. Vous savez, j'ai fait partie du comité international de l'UNESCO pour l'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique, de 2009 à 2018. Donc nous avons fait face à ça dans la mesure où tout projet de l'UNESCO nécessite un financement. Et que l'UNESCO était déjà à bras avec ce genre de situation, dans la mesure où les Américains, du fait, autant que je m'en souvienne,
de certaines décisions internes, ce n'est pas la peine de les élaborer maintenant, avait commencé par, disons, limiter sa contribution financière. Et bon, maintenant la décision a été prise. C'est bien dommage, étant donné le poids des États-Unis sur l'histoire mondiale. Puis bon, voilà. Et je crois que c'est bien dommage, tout ce que je peux dire. Voilà. Et en octobre, on aura l'élection du nouveau directeur général, ou la nouvelle directrice générale de cette organisation. Quels sont les enjeux de cette élection, selon vous? Ils sont énormes dans la mesure où on parle ici d'une organisation qui a quand même à charge des projets transversaux de développement de l'éducation, de la science et tout ça. Donc, diriger l'UNESCO signifie avoir un regard sur tout ce qui est projet scientifique, projet éducatif dans le monde entier, enfin, ce qui concerne surtout les pays membres de l'UNESCO. Et dans ce cas, diriger l'UNESCO, c'est effectivement être quelque part le responsable de grands secteurs de la vie mondiale sur le plan scientifique et éducatif. Et je crois que les enjeux sont énormes. Ils sont énormes. Et vous soutenez la candidature de M. Firmin Edouard Matoko? Bien entendu, d'abord, M. Matoko, c'est un homme du sérail. Il a fait toute sa carrière dans l'UNESCO. Je l'ai connu dans le cadre du projet donc de ce comité scientifique international de l'UNESCO, dont j'étais membre. Et on a travaillé avec lui. Je crois la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Khartoum, lorsque nous avons la dernière réunion que le comité a eue. Et donc, c'est un homme de l'UNESCO, quelqu'un qui s'est fait dans l'UNESCO. Il connaît les structures. Et donc, je pense que pour moi, c'est un facteur important. Puis deuxièmement, on a là quelqu'un qui représente quand même une vision de l'UNESCO. J'ai un peu discuté avec lui, je l'ai rencontré de passage comme ça à Luanda, qui me semble, surtout dans les défis actuels où les questions financières vont énormément impacter l'UNESCO, il connaît comment ça fonctionne. Dans la mesure où il a dirigé pas mal de projets de l'UNESCO. Donc, les problèmes budgétaires, il les maîtrise au sein de l'UNESCO. Voilà. C'est mon candidat. Le professeur nous dit qu'il est rentré un peu trop en retard dans cette campagne, à la différence de l'Égyptien Khaled El Nani. C'est le constat. Le constat, bon, vous savez, il faut être représenté par un pays. Hein. Donc, c'est votre pays qui doit vous aider dans votre campagne. Peut-être que la diplomatie de son pays d'origine ne s'y est pas prise à temps, mais bon, il n'est jamais trop tard. On a l'impression que c'est l'Égyptien qui est le candidat de l'Union africaine. Hein, autant que je sache, l'Union africaine n'a jamais fait une déclaration de ce genre. Mais il engrange pour l'instant un peu plus de soutien. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous savez, c'est comme un match de football. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, ça n'est jamais gagné. Voilà. Mais quel bilan faites-vous alors du mandat de Mme Azoulay? Je dois être sincère, je ne le maîtrise pas. Mais je suppose qu'elle a fait de son mieux, surtout dans des situations actuelles de difficultés financières de l'UNESCO. Juste pour vous donner un exemple, le travail des 10 ans de travail que nous avons abattu comme comité scientifique international, ça peine encore à être publié. On a quand même élaboré des manuels, bon, ça traîne encore là parce qu'il y a des problèmes financiers. Donc je pense qu'elle a fait de son mieux pour maintenir la structure debout. Voilà. Et quels sont les défis du futur directeur à venir selon vous? Faire face au fait qu'il y a un membre important qui va quitter l'UNESCO. Et donc, comment faire face? Ça va justement faire face à ça et voilà, comment gérer maintenant l'institution sans le poids financier des États-Unis. C'est un grand défi à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci de m'avoir reçu. Et bon retour aussi. Merci beaucoup.